Avec Fernand Tavares, que l'on retrouvera salle des 4 colonnes à l'Assemblée. Et sur ce plateau, un face-à-face, Sophie Rofricht, députée Les Républicains du Bas-Rhin. Face à vous, Fanelly Carré-Comte, députée socialiste de Paris. Bienvenue dans la séance continue. Et on commence ensemble avec la réforme du Code du travail, loi El Khomri, défendue ce matin par François Hollande. Le président est prêt à des concessions, mais pas à l'abandon de la loi. Écoutez la réponse de Manuel Valls à Roger Gérard Schwarzenberg lors de ses questions au gouvernement. Il faut lever les incompréhensions, il faut tout mettre sur la table. Le sujet que vous avez évoqué, celui du barème des prud'hommes, avait déjà fait l'objet de discussions particulièrement approfondies ici même à l'Assemblée nationale à l'occasion de la discussion sur la loi Macron. Il y a eu une censure du Conseil constitutionnel. Ce débat va avoir lieu. Moi, je suis à l'écoute à la fois des partenaires sociaux et bien sûr du Parlement. Je souhaite donner plus de liberté, plus de souplesse aux entreprises, c'est ce qu'elles demandent, et notamment aux petites et moyennes entreprises, mais aussi, et vous auriez pu le citer, c'est tout le sens du compte personnel d'activité, plus de droits également aux salariés. Sur ces bases, nous pouvons discuter, mais avec une idée. Il faut réformer, pas pour nous, pas pour le plaisir de réformer, mais parce que le pays a besoin de s'adapter à la nouvelle donne économique. Et cette volonté réformatrice, je ne doute pas un seul instant, Monsieur le Président, que vous y adhérez. Nous allons la poursuivre. Fanelly Carré-Comte, il va donc y avoir négociation, concertation sur cette loi. Vous saluez ce report de 15 jours de cette présentation au Conseil des ministres? Écoutez, moi ce que je retiens de la séquence depuis hier sur le projet de loi de travail, c'est que le gouvernement a compris, et je pense que c'est heureux, que le passage en force, c'était pas possible. Malheureusement, on avait quand même commis toutes les erreurs depuis quelques semaines là-dessus. On a un texte qui est sorti dans la presse qui n'avait pas été consulté et concerté avec les organisations syndicales, qui n'était pas connu des parlementaires. On a eu la menace de 49.3 alors qu'on n'avait même pas commencé les discussions. Je crois que tout ça n'était pas possible et d'ailleurs ça explique aussi pour partie la mobilisation qui a commencé à avoir autour de ce texte. Et donc je crois que le gouvernement a compris qu'il ne pouvait pas continuer comme ça. Donc c'est bien de ce point de vue-là que le discours change et qu'on passe à une phase de concertation, d'ouverture et de dialogue. Reste maintenant la question du contenu. Et là, le Premier ministre n'a pas donné d'éléments sur les choses qu'il entendait modifier au texte. Moi, je demeure opposée à la philosophie de ce texte parce que je pense que c'est une erreur de croire que davantage de flexibilité sur un marché du travail qui est déjà par ailleurs très flexible créera davantage d'emplois. Je crois qu'il y a un certain nombre de dispositions qui sont des dispositions porteuses de régression pour les salariés. Donc maintenant, j'attends d'avoir des choses sur le contenu. On va revenir dans quelques instants sur les dispositions. Sophie Rofricht, un mot sur cette séquence du gouvernement? Alors cette séquence, je dois dire, pour une fois, je suis tout à fait d'accord avec le Premier ministre quand il dit qu'il faut de vraies réformes dans notre pays et qu'on est prêt et que les Français sont prêts et les attendent. Le point de désaccord majeur, et ça vous l'avez compris, c'est que effectivement, au lieu d'avoir une véritable réforme du Code du travail, du droit du travail, qui envisage toutes ces perspectives en matière de contrat de travail, avoir un contrat de travail unique, avoir par exemple, une obligation de se syndiquer, qui serait une contrepartie, une meilleure représentativité des salariés dans l'entreprise, enfin avoir une vision, une stratégie complète, eh bien à nouveau, c'est une occasion manquée pour le gouvernement. On aligne une série de petites réformes. Comme vient de le dire ma collègue, on n'a pas concerté, on n'a pas consulté ni sa propre majorité, ni les organisations syndicales. Et on est à nouveau dans une impasse. On a à la fois sur le fond quelque chose qui est complètement incomplet et sur la forme quelque chose qui va probablement, dès le 24 mars, être encore très en retrait de déjà pas grand-chose. On va poursuivre dans un instant le débat. Je vous propose tout de suite de retrouver Fernand Tavares en direct des 4 colonnes à l'Assemblée avec Philippe Vigier, le président du groupe UDI. Alors ce matin, Philippe Vigier, vous étiez particulièrement remonté contre le Premier ministre. Là, vous venez d'entendre ses réponses quant à un report de cet examen du Code du travail. Est-ce que vous êtes rassuré? Est-ce que vous pensez que c'est une stratégie? Dans ce qu'il a dit tout à l'heure, est-ce que vous sentez qu'il y aura beaucoup de changements dans la prochaine loi? Dans quel état d'esprit êtes-vous? Écoutez, je ne suis pas remonté contre le Premier ministre, mais je trouve qu'il y avait un texte qui permettait de faire en sorte qu'on progresse dans cette bataille que l'on mène contre le chômage.
On voit bien que pour satisfaire quelques archaïques, quelques hommes et femmes de gauche qui en aucun cas veulent faire évoluer ce droit du travail, qui veulent figer le débat, eh bien, on est en train de reporter ce texte. En le reportant, qu'est-ce qui se passe? C'est un signe de défiance vis-à-vis de l'ensemble des acteurs économiques, des entreprises qui sont les premières créatrices d'emplois. Ensuite, je pense que ça ne sert pas le débat démocratique parce que les syndicats avaient été consultés en amont. Donc, qu'est-ce qui se passe maintenant? Le texte n'arrivera pas à l'Assemblée avant fin avril, nous a indiqué le Premier ministre. Ça veut dire déjà que pas avant le mois de juin, ce texte ne sera pas validé. Eh bien, perdre encore 3 mois, faire autant d'effets d'annonce. Le Premier ministre qui nous explique la semaine dernière qu'il ne reculera pas pour mieux reculer une semaine plus tard. Tout cela, ça donne un sentiment d'incohérence et d'inefficacité du gouvernement, ce que je regrette. Qu'est-ce qui pourrait faire que vous, centristes, changiez d'avis par rapport à il y a 15 jours? Vous souteniez le premier texte. Qu'est-ce qui pourrait faire, disons, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir comme casus belli qui pourrait vous déterminer à voter finalement contre? Écoutez, ce texte, il permettait par exemple de faire en sorte que l'organisation du travail soit plus souple dans les entreprises, notamment sur les aménagements horaires. Si c'est supprimé, eh bien, ça va poser des difficultés aux entreprises et donc ça empêchera la création d'emplois. Ce texte prévoit aussi de plafonner les indemnités prud'homales. Si c'est supprimé ou si c'est modifié de façon importante, ça veut dire quoi? Ça sera encore un obstacle, une épée de Damoclès au-dessus de la tête des chefs d'entreprise. Moi, je souhaite qu'il y ait aussi des meilleures garanties pour les salariés. Par exemple, que sur l'intéressement, on puisse aller plus loin, qu'on garantisse également le fait que les heures supplémentaires soient mieux payées. Donc, une fois de plus, soit Manuel Valls cède à une partie de la gauche, d'ailleurs même à l'extrême droite, parce que Front National ne veut pas de ce texte, cède aux amis de M. Mélenchon et laisse la France dans l'impasse, alors que les autres pays d'Europe se modernisent. Soit il ne cède pas, et à ce moment-là, on pourrait être à côté de lui. Mais il y a une seule condition, c'est que le texte initial ne soit pas dénaturé une fois de plus. Merci beaucoup, Philippe Vigier. À vous, Marion. Merci à vous, Fernand Tavares. Fanélie Carré-Comte, vous avez entendu Philippe Vigier. Pour lui, les opposants au débat sont des archaïques qui figent le débat. Vous vous reconnaissez dans cette définition? Écoutez, moi, cette rhétorique-là, je ne vous cache pas que je suis vraiment saturée de l'entendre, mais de Philippe Vigier, comme d'ailleurs tout à l'heure, ce qui a pu être dit par le Premier sur la question de la réforme. Enfin, moi, je ne supporte plus ce discours d'un dieu réforme devant lequel il faudrait se prosterner tous les matins. La réforme, c'est pas quelque chose de bon en soi. Il y a des bonnes réformes, il y a des mauvaises réformes. Et pas du conservatisme. La vision caricaturale d'expliquer qu'il y aurait d'un côté ceux qui veulent avancer, lever tous les conservatismes, et les autres qui veulent rester au 19e siècle, c'est malhonnête de présenter les choses comme ça. Il y a des mauvaises réformes, il y a des bonnes réformes. Demander aux gens de travailler plus en payant moins leurs heures supplémentaires, ça veut dire travailler plus pour gagner moins, c'est pas une bonne réforme. Plafonner les indemnités de licenciement dans les cas de licenciement abusifs, c'est bien de ça dont on parle. Ça va faire quoi? Ça va encourager les licenciements abusifs, en particulier notamment des seniors, parce que ça permettra à certaines entreprises de se débarrasser de certains employés qu'ils considèrent comme improductifs. Ça, c'est pas une bonne réforme. En revanche, il y a des bonnes réformes. Aller plus loin que le compte personnel d'activité en faisant la sécurité sociale professionnelle, ça serait une bonne réforme. Encourager davantage les secteurs d'activité qui créent des emplois autour, par exemple, de la transition écologique. On pourrait faire beaucoup plus en la matière. Ça, c'est une bonne réforme. Poser autrement la question de la réduction du temps du travail, moi je crois que ça doit faire partie de notre projet de société aujourd'hui. Alors pas de la manière dont on l'a fait il y a quelques années, il faut revoir, il faut la penser peut-être sur le temps de la vie et non plus de manière hebdomadaire, mais moi je crois qu'aller vers davantage de réduction du temps de travail, c'est une bonne réforme. Donc s'il vous plaît, stoppons les caricatures, il n'y a pas d'un côté les archaïques et les modernes, ça c'est une vision complètement surannée. Par contre, il y a des choix de société à faire et c'est de ça dont on parle. Sophie Refrisch, sur quoi serez-vous attentif sur cette réforme? Sur quoi le gouvernement ne doit pas modifier? Sur quoi ne doit-il pas bouger ses positions face aux syndicats, face à l'aile gauche du Parti socialiste? Il me semble que dans la première mouture du texte, encore une fois, on ne sait pas ce qu'il adviendra de ce texte fin mars et quand nous l'examinerons fin avril. Sur la première mouture du texte, l'aspect plus de liberté pour les entreprises, adaptation au carnet de commandes, quand même plafonnement des indemnités, ce qui permet quand même à l'entrepreneur d'avoir une visibilité en cas de conflit, était, me semblait-il, un symbole d'une avancée et de plus de liberté pour les entrepreneurs, ce qu'ils attendent. Mais encore une fois, moi, c'est la philosophie qui me choque et je suis navrée pour le pays, finalement, de voir que de deux choses l'une, soit ce texte était prêt et dans l'esprit du gouvernement, il s'agissait enfin d'un texte majeur, puisqu'on arrive quand même dans une période où on n'arrivera plus à faire grand-chose. Nous sommes dans les derniers mois d'une action possible du gouvernement. Donc soit ce texte était prêt, on le maintient et on passe et on explique et on y va parce que
il est l'heure et il y a vraiment urgence dans notre pays, soit il n'était pas prêt et ça signe de manière définitive que depuis 2012, nous sommes dans un espèce de système complètement improvisé avec une équipe qui n'était pas prête manifestement à gouverner et qui essaye en désespoir de cause au dernier moment de gesticuler. Et on se Si je vous entends bien, c'est une réforme manquée? Pour l'instant, je n'en sais rien. À la base, on pouvait se dire enfin, il était temps, quelque chose va sortir de cette réforme, mais j'ai bien peur que, au final, nous nous retrouvions à nouveau dans une situation où il ne se passera rien. Et 2017 approche et 2016 sera la dernière année complètement gâchée pour notre pays. Et ça me navre sincèrement parce que nous étions prêts à accompagner tout texte susceptible de libérer l'économie. Une réaction rapide, Fanélie Carré-Comte, sur les mouvements étudiants qui appellent, l'UNEF et l'UNEL, qui appellent à des rassemblements le 9 mars. C'est leur rôle aux organisations étudiantes d'appeler à manifester contre cette réforme du Code du travail? Je crois que le rôle des organisations étudiantes et de jeunesse, c'est de défendre la vision de société dans laquelle elles croient. Et donc, je crois que si là, elles manifestent, c'est parce qu'il y a un souci. Et c'est parce qu'elles ont des vraies inquiétudes sur l'avenir, sur leur avenir. Enfin, je ne veux pas parler à leur place, mais en tout cas, c'est comme ça que je le comprends. Et donc, je crois qu'elles ont évidemment parfaitement légitimité à aller manifester cette inquiétude-là. Et encore une fois, on en revient au débat sur le fond. Parce que la question du chômage, c'est une question majeure pour notre jeunesse aujourd'hui, malheureusement. Et là où j'ai un désaccord avec l'analyse que vous faisiez, et donc on revient sur le fond du projet de loi, c'est que moi, je ne crois pas aujourd'hui que la flexibilité accrue du marché du travail est la réponse majeure en termes d'emploi. Je crois que la réponse majeure et prioritaire, c'est la question des carnets de commandes des entreprises. Parce que les chefs d'entreprise, ils n'embauchent pas les gens à faire rien. On n'embauche pas quelqu'un à ce qu'il ne fasse rien de sa journée dans son bureau. On l'embauche si on a quelque chose à lui faire faire. Prenez l'apprentissage. C'est pas parce qu'on va augmenter le temps de travail des apprentis, comme c'est prévu dans la loi, qu'on aura davantage d'apprentis. Pourquoi? Le secteur aujourd'hui qui a le moins d'apprentis, c'est le secteur du BTP. Pourquoi? Parce que les carnets de commandes dans le BTP sont vides, parce qu'on a diminué notamment les investissements des collectivités territoriales, etc., etc. Donc il faut reposer les choses dans le bon sens, dans le bon ordre, et je crois qu'il y a des mesures prioritaires à prendre en matière d'emploi, et ce ne sont pas celles sur lesquelles on est en train de discuter. Et nous poursuivrons les débats lors de l'examen de ce texte à l'Assemblée fin avril. On va poursuivre ensemble avec la crise agricole. François Hollande a été hué, sifflé lors de sa visite au Salon de l'Agriculture. Visite tendue également pour Manuel Valls. Plusieurs questions lors de ces questions au gouvernement. Interpellation du gouvernement auquel a répondu Stéphane Le Foll. Écoutez. J'entends ici des sifflets. Ils sont là pour masquer l'incapacité que vous avez eue, quand vous aviez les responsabilités, de faire les bons choix pour l'agriculture française. Petits pompiers pyromanes qui viennent avec des seaux d'eau aujourd'hui pour éteindre l'incendie qu'ils ont eux-mêmes allumé, je voudrais vous répondre tranquillement. 7 points. 10 points, 720 millions, 3 milliards 220 000 euros de baisse de charges seront donnés à l'agriculture. Quant à l'Europe, j'entends ceux qui me disent qu'il faudrait que j'aille au niveau européen. J'y suis allé et j'y vais plus souvent que vous. Je connais l'Europe et je sais les difficultés qui sont les nôtres. Et c'est pourquoi on verra demain à nouveau le commissaire européen, que j'aurai les premiers contacts avec mes collègues européens et en particulier l'ensemble des collègues du Benelux pour faire avancer une idée toute simple que vous n'avez jamais portée. L'idée que quand on est en crise et en excédent, la première des choses, c'est réduire la production. Sophie Rofrich, une réaction à ce discours de Stéphane Le Foll avec ces mots très durs, petit pompier pyromane. Il a vivement critiqué l'action des précédents gouvernements en matière d'agriculture. Moi, je suis encore une fois stupéfaite d'une réaction qui n'est absolument pas digne d'un ministre de l'Agriculture en exercice dans une situation de crise agricole aussi grave que celle que vivent nos agriculteurs en ce moment. Je trouve que c'est réellement indigne. Nous sommes en ce moment en plein milieu du Salon de l'Agriculture, qui est l'occasion pour les Français de se rendre compte de ce métier éprouvant, compliqué, et aujourd'hui complètement laminé par un excès de réglementation, un excès de charge, par une non prise en compte d'une évolution sociétale, internationale, et par un portage politique complètement absent. Alors Stéphane Le Foll prétend qu'il rencontre périodiquement le commissaire européen à l'agriculture et qu'il se rend à Bruxelles. On le sait puisqu'il y a des statistiques, je ne veux pas être mesquine, mais enfin on sait qu'il n'est pas suffisamment présent, qu'il n'a pas de stratégie politique en la matière. Or ce qu'attendent nos agriculteurs, c'est du concret et des réponses et la valorisation d'un modèle français qui a des perspectives d'avenir réellement intéressantes si
on s'y intéresse et si on accepte de lui en donner les moyens. Les réponses qui sont données pour se réfugier derrière ce qui s'est passé avant 2012, à la limite, on pouvait les entendre encore en juillet ou en septembre 2012, mais enfin, je vous rappelle qu'on est quand même au premier trimestre 2016, que le mandat de Stéphane Le Foll s'achève et de François Hollande s'achève quasiment, et que rien n'a été fait pour soulager les agriculteurs et mettre en ordre nos filières, travail qui avait quand même été déjà largement entamé avant 2012. Fanelli Carré-Comte, les agriculteurs ont le sentiment que les politiques, de droite comme de gauche, ne se sont pas assez penchés sur ce dossier. Je crois qu'il y a deux niveaux de réponse à cette question. D'abord, il est faux de dire en l'occurrence que Stéphane Le Foll, le gouvernement, n'ont pas pris la mesure de ce qui est en train de se passer au niveau de la crise agricole. D'ailleurs, on l'a vu dans les mesures qui ont pu être annoncées, les mesures d'urgence, les exonérations de cotisations, toutes ces choses-là qui sont des mesures d'ampleur. Et malheureusement, il est vrai que les faits sont têtus et Stéphane Le Foll a eu raison de rappeler que sur la mesure de la suppression des quotas laitiers qui a été portée à l'origine par Bruno Le Maire lorsqu'il était ministre de l'Agriculture, ça revient à la responsabilité de l'équipe précédente. Je suis désolée de devoir rappeler que ces faits-là sont têtus. En l'occurrence, le deuxième niveau de réponse, et c'est ce qui était posé dans la question préalable de mon collègue Michel Verdier, c'est, je crois, l'évolution structurelle. C'est-à-dire que les mesures d'urgence, elles ne peuvent pas suffire. Elles ont été là, mais elles ne peuvent pas suffire. Et donc, pour moi, la question, c'est de repenser complètement un modèle agricole aujourd'hui dans notre pays. Je crois que le modèle de l'agriculture industrielle productiviste cause des dégâts sociaux, économiques et environnementaux majeurs et qu'il faut repenser ce modèle agricole en profondeur. Et donc, on rentre dans toutes les discussions sur la question des circuits courts, la question de la modernisation respectueuse de l'environnement, la question des innovations technologiques qui permettent aussi de faire une agriculture plus respectueuse de l'environnement. Enfin, c'est tout ça, à mon avis, qui doit être repensé. Et encore une fois, c'est une question vraiment structurelle. On va poursuivre ensemble avec le démantèlement de la jungle de Calais qui a repris ce matin dans le calme après des incidents hier avec tirs de grenades lacrymogènes ou explosion de bouteilles de gaz dans des cabanes en feu. La zone sud de Calais sera progressivement démantelée après décision de l'État et de la justice. Bernard Cazeneuve l'a répété lors des questions au gouvernement. Nous voulons que ceux qui vivent dans le froid, dans la précarité, dans la boue, puissent recevoir un accueil digne dans des centres d'orientation où ils sont pris en charge par des associations, peuvent accéder à l'asile et peuvent être accompagnés dans un parcours de vie qui n'est pas l'impasse de Calais. Nous voulons démanteler, en offrant une solution d'hébergement à chacun, la jungle de Calais et nous le faisons de façon extrêmement méthodique en essayant par des maraudes de convaincre chaque migrant de rejoindre ces centres. Mais il y a des no-borders, il y a des extrémistes qui empêchent les travailleurs sociaux de l'État de faire ce travail de façon indigne et qui, depuis des mois, envoient les migrants vers une impasse et parfois vers des situations absolument tragiques dans le tunnel ou sur le port. Eh bien, avec la plus grande fermeté, nous mettrons fin à cela, nous démantèlerons cette jungle et nous offrirons à chaque migrant une solution digne. Sophie Rofricht, la question est vaste, mais que faire face à cette crise des migrants? Quelle solution face au démantèlement de cette jungle de Calais? D'abord, moi, je voudrais rendre quand même à Bernard Cazeneuve le sens de son action. Je trouve qu'il est courageux de s'attaquer à un problème qui est quand même relativement ancien. Mais malheureusement, je le sens très isolé dans cette action parce qu'il ne peut pas porter seul au sein de l'équipe gouvernementale une action de cette envergure parce qu'évidemment, il y a la jungle de Calais. Mais au-delà de ça, il y a la négociation et le sommet dans 2 jours avec les Britanniques. Il y a la négociation globale européenne autour de Schengen. Et ça, c'est quand même du domaine du président de la République. Et on ne sent pas d'avancée ni de discussion au niveau européen entre chefs d'État sur Angela un sujet, Merkel, justement, sera reçue par François Hollande vendredi avant le sommet Europe-Turquie. Ce sont ces initiatives qu'il faut multiplier? Ils se sont rencontrés à plusieurs reprises. Je suis originaire du Bas-Rhin, ma circonscription touche Strasbourg. Ils étaient à Strasbourg il y a à peu près 3 semaines. Il n'est rien sorti de ces dîners et de ces repas à l'initiative du Parlement européen. Certes, il faut se rencontrer, mais il faut aussi, à un moment donné, décider et convaincre les autres États européens de revoir Schengen, de travailler sur ces questions de flux migratoires et ne pas laisser Bernard Cazeneuve tout seul, malgré une détermination qu'il faut, je le dis encore une fois, saluer. Fanelli Carré-Comte, l'issue est européenne?
Je pense qu'effectivement, c'est une question qui, avant de parler de Calais, il faut parler de l'Europe. Et moi, je suis vraiment très frappée et heurtée par ce qu'on est en train de vivre. C'est-à-dire qu'on vit quand même une crise humanitaire d'une ampleur majeure. Et je suis scandalisée par l'impuissance collective, par notre impuissance au niveau européen. Une Europe des très décisions divisée. Solidaires par rapport à ça. La manière dont on traite la Grèce aujourd'hui est un scandale. Je suis en complet désaccord avec les propos qu'a tenus le Premier ministre à Munich il y a quelques jours en critiquant la position allemande, alors qu'Angela Merkel a vraiment, je pense, porté un discours et des actes qui ont fait honneur à l'Union européenne. Et je crois vraiment que s'il n'y a rien qui bouge, on portera une faute morale, nos générations porteront une faute morale qui aura vraiment été majeure. Donc il y a la question européenne, il y a la question aussi des relations avec les Anglais. Il est vrai qu'à Calais, on ne peut pas laisser la Grande-Bretagne continuer à délocaliser comme ça la question migratoire. Il faut qu'on entame des discussions musclées, notamment sur la question des accords du Touquet avec la Grande-Bretagne. Et enfin, sur la situation de Calais même, je crois que tout le monde est d'accord pour dire que la jungle en l'état est évidemment pas tenable. Après se pose la question de comment est-ce qu'on fait pour que les personnes qui y sont soient accompagnées de manière la meilleure et la plus protectrice possible, en particulier pour les enfants, que les questions de scolarisation soient des questions qu'on prenne vraiment en compte et qu'on améliore les parcours d'accueil et les capacités d'accueil pour les migrants sur notre territoire. Merci en tout cas à vous. Merci Sophie Rofrich. Merci à Fanélie Carrécon d'avoir analysé avec nous ces questions au gouvernement aujourd'hui. Votre prochain rendez-vous d'actualité sur LCP, c'est ce soir à 19h30. Ça vous regarde avec Arnaud Ardouin et ses invités. Quant à moi, je vous retrouve demain à 14h. Très bel après-midi à tous sur les chaînes parlementaires.